Issa Seyni. Il s'agit de la tenue d'une journée parlementaire d'information sur plusieurs thèmes dans le statut de député et la diplomatie parlementaire. Le résumé avec Ouma Jamila Mundashiou et à côté Ouaglassa. La première communication a porté sur le statut du député. Elle a été animée par le directeur de la législation de l'Assemblée nationale. Les parlementaires ont à l'occasion pris connaissance de l'ensemble des textes juridiques en rapport avec la fonction qu'ils occupent, les droits et les devoirs des députés, les comportements qu'ils doivent adopter en toutes circonstances, la déontologie parlementaire ont également été évoqués par les conférenciers. Un autre thème sur l'administration parlementaire a été abordé. Les députés ont été édifiés sur le privilège et les avantages des parlementaires, les privilèges honorifiques, les avantages pécuniaires, les indemnités et la retraite parlementaire, entre autres. En outre, la thématique sur la diplomatie parlementaire, la création et le fonctionnement des réseaux parlementaires a été animée par les directeurs de la coopération et du protocole de l'Assemblée nationale. À ce niveau, plusieurs points ont été évoqués, dont les groupes d'amitié, les réseaux, la coopération interparlementaire et les organisations interparlementaires. Enfin, la plénière a suivi une communication sur l'accès et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'Assemblée nationale. La communication institutionnelle, l'intranet et l'Internet, les archives parlementaires et les bibliothèques ont constitué les différents points de cette thématique. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a présenté le bilan de 10 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance ce matin devant la presse et les membres du gouvernement. Un bilan structuré en 3 volets, à savoir la performance globale de mise en œuvre du programme de Renaissance, l'évolution de la situation économique et l'analyse des principales réalisations et résultats par axe du programme de Renaissance. Je vous propose de suivre un extrait du Premier ministre. Globalement, le bilan indique que les efforts réalisés ont permis d'enregistrer des avancées significatives dans plusieurs domaines, malgré un contexte de mise en œuvre marqué par d'énormes défis. En effet, non seulement les défis déjà existants, à savoir les défis climatiques, les défis démographiques, les défis de l'instabilité des prix des matières premières. Ces défis donc se sont amplifiés, mais sont venus s'agréger de nouveaux défis, à savoir le défi sécuritaire et le défi sanitaire avec la Covid-19. Ainsi, au plan économique, notre pays a été résilient face aux différents chocs. La dynamique soutenue de création des richesses a contribué au recul progressif de la pauvreté, notamment dans le monde rural. Les progrès accomplis ressortent désormais dans les analyses internationales. Les ressources intérieures et extérieures mobilisées ont permis non seulement de faire face aux menaces sécuritaires, de consolider les institutions démocratiques, mais aussi d'investir dans les infrastructures routières, énergétiques, de télécommunications, urbaines, dans l'initiative 3N, dans le développement du capital humain, éducation et santé, et dans la création des emplois, notamment pour les jeunes. La mise en œuvre du programme de Renaissance a reposé sur la promotion du dialogue inclusif, aussi bien sur le plan social que politique, ce qui a permis d'assurer la stabilité du pays, de défendre l'intégrité du territoire, de réussir l'organisation des différents scrutins et de poser les bases de la transformation structurelle de notre économie. Dans le domaine du développement rural, la mobilisation de l'eau, l'aménagement des superficies cultivables et l'amélioration de la productivité des écosystèmes
dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N, ont permis de renforcer les systèmes de production agro-silvopastoraux. Cela a permis notamment de mettre notre population à l'abri des famines, du fait notamment des sécheresses cycliques. Au plan social, des progrès significatifs ont été enregistrés dans plusieurs domaines. Ainsi, les effectifs des élèves ont été plus que doublés à différents niveaux. L'espérance de vie à la naissance est améliorée, la mortalité maternelle et infantile est réduite, l'accès à l'eau potable amélioré, notamment en milieu rural, et plus d'1 million d'emplois permanents et temporaires ont été créés. Nous avons en effet enregistré des succès, même si nous avons connu des défis qui ont parfois fait obstacle à notre action. Je dois souligner que si nous avons réalisé des progrès remarquables dans la gestion des affaires publiques, largement développés dans ce document, c'est grâce à la vision et au leadership du président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'engagement du gouvernement et à l'adhésion des Nigériens au programme de renaissance. Nous reviendrons plus en détail sur ce point de presse du Premier ministre dans nos prochaines éditions. Tenu hier au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey de la cérémonie de lancement officiel des activités du premier fonds Waqf public des ayants droit des agents de forces de défense et de sécurité. C'est en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini et de plusieurs responsables des forces de défense et de sécurité. Le point avec Awa Mamoudou et Sani Youssouf. Chose promise, chose due. Le président de la République, Mahamadou Issoufou, a tenu parole avec la création du premier fonds du Waqf. Le Waqf, une œuvre de bienfaisance pérenne au profit des ayants droit des agents des forces de défense et de sécurité. L'émotion était vive en présence du Premier ministre Brigitte Raffini, du ministre de la Défense Issoufou Katambe, des principaux bénéficiaires et de plusieurs autres invités de marque. Vint ensuite le moment tant attendu, la remise symbolique des bons d'achat, suivie de la signature des accords de partenariat. La représentante des familles des forces de défense et de sécurité, toute émue, a pris la parole pour exprimer tous ces remerciements au président de la République, Mahamadou Issoufou. Par ma voix, toutes les veuves, parents et orphelins de FDS tombés sur le champ d'honneur vous remercient pour tous les efforts que vous ne cessiez de nous apporter. Intervenant pour la circonstance, la directrice générale de la haute autorité au Waqf a mis en évidence l'importance de cette œuvre de lutte contre la pauvreté. La vérité, c'est que c'est le devoir qui nous réunit ce soir. Plusieurs devoirs en fait. Le devoir de rendre hommage d'abord à nos illustres disparus parmi les agents des forces de défense et de sécurité de la patrie. Nos héros nationaux qui veillaient sur nous afin que nous puissions dormir en paix, qui faisaient la sentinelle afin que nous circulions en toute quiétude, et qui ont fini par faire le sacrifice ultime de leur vie et de leur intégrité physique comme prix inestimable de notre sécurité à tous. Nos chères familles, que nous sommes à votre service, par devoir, mais aussi pour réaliser le vœu pieux du président de la République qui, en constituant le fonds Waqf public au profit des ayants droit des agents des forces de défense et de sécurité décédés ou disparus en service commandé avec engagement ou ayant succombé, devenus invalides des suites des blessures survenues sur le champ d'opération, nous a chargés de la mission de vous servir. Hier encore, il disait, et je cite, « Je tiens à ce que les familles de nos illustres disparus sachent que nous avons à cœur de les servir. » Et le président veut que ce service se fasse par des actions concrètes et palpables sur le terrain. Ce fonds Waqf est une initiative personnelle du président de la République qui a décidé, après les événements tragiques d'Inates, de créer les conditions pour préserver la dignité
des familles de nos FDS dans de pareilles circonstances. Il en a fait l'annonce le 17 décembre 2019 et a décidé d'en être le premier contributeur en dotant le fonds d'un capital initial d'environ 2,5 milliards de francs CFA. Il est important de souligner le caractère additionnel de l'action de ce WACF pour sécuriser les moyens de vie des familles victimes en sus et non en substitution aux interventions de soutien social régulières au profit de ceux qui viennent à se trouver dans des situations accidentellement critiques. Après la remise d'un prix spécial au chef de l'État par les familles des forces de défense et de sécurité, le Premier ministre et chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a procédé à la coupure symbolique du ruban de la première foire patriote. Une fatia en mémoire des forces de défense et de sécurité tombée sur le champ d'honneur a sanctionné la fin de la cérémonie. Inauguration ce matin à Niamey du centre commercial WACF par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en compagnie du directeur général de la Banque islamique de développement BID. Un bâtiment construit par l'organisation du Conseil islamique OCI qui vise à soutenir le budget opérationnel de l'Université islamique des femmes et son programme de bourse ainsi que le développement de l'économie nationale. Les présidents avec Jamil Amadou et Hamidou Abdoulaye. Cette nouvelle infrastructure dont bénéficie le Niger est un financement de la Banque islamique de développement BID. Ce joyau architectural vise à appuyer l'Université islamique des filles, mais aussi à booster l'économie à travers le développement du commerce intérieur et extérieur. Au cours de la visite guidée de cet imposant bâtiment, le ministre de l'Enseignement supérieur a notamment visité les appartements, le centre commercial, un espace de jeu pour enfants et une mosquée. Après l'inauguration de l'Université islamique des filles hier par le président de la République, nous venons encore une fois de plus de visiter la tour Kiwak qui a été financée par la BID. Donc une fois de plus, l'université islamique a encore un autre bâtiment qu'il faut mettre à son actif. Ainsi, au nom du président de la République et du gouvernement, nous tenons à remercier la BID par rapport à tous les efforts qu'ils sont en train de consentir et mettre à la disposition de cette institution un bâtiment qui va leur permettre non seulement de mieux gérer les charges quotidiennes qu'ils ont, mais aussi qui va beaucoup contribuer pour le développement de notre pays. Le directeur général de la Banque islamique de développement de l'institution est à l'origine de cette initiative, explique toute l'importance de ce chef-d'œuvre. La Banque islamique de développement met en une de ses priorités le domaine de l'éducation, qui est très très important. Aujourd'hui, la Banque islamique de développement a financé plus de 6 milliards de dollars dans le secteur de l'éducation dans tous ses pays membres. Parce que l'éducation permet la création de l'emploi et le développement de l'économie. Ce bâtiment, de par ses potentialités, contribue non seulement à soutenir les activités financières des étudiantes de l'université islamique, mais aussi, de par son emplacement, participe à l'embellissement de la ville de Niamey. La première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, marraine de la lutte contre le cancer au Niger, a procédé ce matin au Centre national de lutte contre le cancer à l'inauguration officielle de la maison de vie devant accueillir les patients souffrant de cancer et leurs accompagnants. Cette infrastructure est le fruit de l'excellente coopération qui existe entre la Fondation Tatali Iali et ses partenaires. C'est en présence du ministre de la Santé publique et plusieurs autres invités, dont des agents de santé. Les travaux de construction de cette infrastructure dénommée la Maison de Vie ont été lancés effectivement en février dernier par la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou. L'objectif consiste à mettre à la disposition des malades souffrant du cancer, particulièrement ceux qui viennent des contrées lointaines du Niger et même de la sous-région, un cadre d'accueil adéquat pour un séjour dans de meilleures conditions.
C'est ce joyau que la première dame, Dr Lalla Malika, marraine de la lutte contre le cancer au Niger, a inauguré ce matin. Occasion pour le directeur général du Centre national de la lutte contre le cancer pour exprimer la gratitude de l'ensemble du personnel et malades du centre à l'endroit de l'État du Niger, aux partenaires techniques et financiers et à la première dame. Madame la première dame, dans ce domaine de lutte contre le cancer au Niger, à savoir la prévention, le dépistage, la prise en charge thérapeutique des cancers, vous avez fait d'inestimables efforts pour accompagner le gouvernement du Niger à travers vos multiples plaidoyers tant sur le territoire national qu'à l'extérieur du pays. Il faut noter que le dépistage des cancers du col, de l'utérus et du sein est gratuit depuis 2019, venant compléter la gratuité de la prise en charge des cancers féminins, la construction d'un centre national de lutte contre le cancer, pour ne citer que cela. Madame la Première Dame, vous avez été très attentive sur tous les aspects du développement d'un cadre complet et idéal des activités de prise en charge globale des patients en général et de ceux souffrant du cancer en particulier. Vous avez rencontré les plus hautes autorités des institutions, pour citer l'AIA, la BID, pour défendre les dossiers du Niger dans la lutte contre le cancer et surtout pour le dossier de la radiothérapie, pour que cette technique soit une réalité dans notre pays. Entre autres, les dossiers de la formation des ressources humaines et des équipements ont connu un traitement particulier, notamment les dossiers de l'unité de cobalt et de l'accélérateur linéaire. C'est dans le cadre de cet engagement que vous vous êtes battu pendant près de 10 ans pour créer un cadre agréable de séjour aux malades et aux accompagnants durant la période de leur cure. D'un coût global d'environ 400 millions de nos francs, cet établissement de type hôtel hospitalier mitoyen au centre que vous nous offrez ce jour constitue un des plus gros cadeaux que vous faites au ministère de la Santé publique à travers le CNLC. Permettez-moi, Excellence, marraine de lutte contre le cancer, de vous demander de bien vouloir accepter en guise de notre reconnaissance et gratitude de dénommer cette maison la maison de vie Dr Lalla Malika Issoufou. Ainsi donc, la maison de vie Dr Lalla Malika est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Tatalin Iyali, l'État du Niger, la Banque islamique de développement BID, l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ARCEP, l'Organisation mondiale de la santé OMS et le Fonds des Nations unies pour la population UNFPA. Des partenaires qui ont été honorés pour ce geste noble par la marraine de lutte contre le cancer. Vraiment, je suis très émue que ce centre, que cette maison de vie porte mon nom. Docteur Abari, merci vraiment beaucoup. Très sincèrement, merci. Et je me réjouis aussi de la création de cette maison de vie qui permettra à des patients qui sont dans des zones les plus reculées, qui puissent venir faire leur traitement anticancéreux dans de très bonnes conditions. Pour finir en beauté cette cérémonie, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, a fait un don de 2000 doses de vaccins contre la méningite et 5000 implants contraceptifs au ministère de la Santé publique. L'objectif étant d'accompagner les populations nigériennes pour une prise en charge sanitaire conséquente. Dans ce même cadre, Dr Lalla Malika Issoufou a négocié et obtenu des partenaires techniques et financiers un appui de $1 million, soit près de 600 millions de francs CFA, pour la réhabilitation du centre de traitement de la fistule de Niamey, dont les travaux débuteront incessamment. Avant de poursuivre cette édition, nous vous informons que vous pourrez suivre juste après la grande édition du journal des émissions initiées par l'ORTN dans toutes les régions du Niger. Ce soir, les éditions portent sur le bilan de mise en œuvre du programme de Renaissance actes 1 et 2 dans les régions de Difa, Dosso et Zender. Rendez-vous est pris donc dans quelques instants après le journal.
Fin hier à Niamey des travaux de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre de l'année 2021. 2 semaines durant, les participants à cette importante rencontre d'échange et de planification ont débattu autour de plusieurs questions d'actualité, dont notamment la paix, la cohésion sociale, la sécurité et les travaux en cours du barrage de Kandaji. Le point avec Hassim Abdoulaye et Saadou Inoua Ali. La première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel au titre de l'année 2021 s'est penchée sur plusieurs sujets d'actualité. Les participants s'y sont véritablement apaisantis afin de trouver quelques solutions et développer des stratégies pour la mise en œuvre des projets de résolution. À commencer par l'épineuse question sécuritaire, un point d'orgue de cette rencontre longuement débattue et assortie d'une déclaration. Force est de reconnaître que le climat sociopolitique post-électoral et le contexte sécuritaire actuel suscitent quelques inquiétudes au regard des actes à relance communautaire observés ces derniers temps. Cet état de fait interpelle les consciences de tous nos compatriotes car il affecte gravement l'esprit de fraternité, d'entente et de solidarité qui caractérise le vivre ensemble au sein de la société nigérienne. Aussi, le Conseil économique, social et culturel CESOC, tout en réaffirmant sa ferme condamnation des atteintes à la paix et à la cohésion sociale, lance un appel pour un sursaut patriotique à l'ensemble des Nigériennes et Nigériens et les exhorte à transcender leurs divergences de tous ordres au nom de l'intérêt national, seul gage d'un développement harmonieux et durable de notre chère nation. Autre point positif relevé par les participants de cette rencontre, c'est l'avancée significative des travaux du barrage de Kandaji. Après une visite guidée sur les lieux, l'assistance a exprimé sa satisfaction pour l'évolution de ce projet historique au vu de l'adhésion des populations du site. Il faut relever qu'une majeure partie de cette population a été relogée et a bénéficié du financement des travaux de réinstallation. Procédant à la clôture des assises, le président du CESOC s'est réjoui des résultats probants de ces travaux de 2 semaines. Le premier responsable de l'institution s'est naturellement penché sur l'importance de la paix, la sécurité, la modernisation du CESOC, l'économie verte, la loi sur le quota et l'accès des populations aux services de santé. Après 2 semaines d'intenses travaux, nous voilà au terme de notre session. Une session marquée du saut de l'innovation tant dans le choix des thèmes, la conduite des débats que dans notre démarche et nos méthodes de travail afin de mieux appréhender les problématiques. 6 thèmes majeurs ont ainsi dominé notre session. Ils ont tous fait l'objet d'un débat ouvert, riche et particulièrement prolifique, comme en témoignent les recommandations qui en sont issues. S'agissant de la paix et la cohésion sociale, comme pour nous interpeller en pleins travaux, voilà que se posent en nous les récents événements survenus dans les régions de Tillabéri et de Tawa, où encore une fois, des terroristes ont cruellement et lâchement assassiné des dizaines de femmes, d'hommes et d'enfants innocents. Nous réitérons notre ferme condamnation de ces actes barbares et ignominieux. Le président du CESOC a tenu également à remercier le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour son engagement personnel dans la réalisation des projets de développement. Soumaïla Bagna a aussi salué l'avènement de la première alternance démocratique dont le peuple nigérien et son premier responsable en sont les garants. Enfin, le CESOC a présenté ses vives condoléances aux familles endeuillées par les attaques des forces du mal et réitère son soutien à celles de défense et de sécurité nigériennes dans leur noble combat. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, par intérim Maro Amadou, a reçu les copies figurées de l'aide de créance de Peter Elners Maké, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche au Niger avec résidence à Alger, en Algérie.
Le samedi 27 mars 2021, la section PNDS-Taraya des États-Unis d'Amérique réunie en assemblée extraordinaire par visioconférence afin de se prononcer sur la situation sociopolitique du Niger a rendu public au terme de l'assemblée une déclaration lue par Aminou Amadou, secrétaire général de section PNDS-Taraya des États-Unis d'Amérique. 1. La section PNDS-Taraya des États-Unis d'Amérique a appris avec consternation les attaques terroristes de la région de Tilaberi et Tilia-Tawa ayant occasionné les massacres des paisibles civils sans défense. Ainsi, la section condamne ces actes barbares par des individus sans foi ni loi et présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, au peuple nigérien et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La section PNDS-Taraya des États-Unis d'Amérique se félicite de la bonne performance de notre parti suite aux élections locales, régionales, législatives et présidentielles. Ainsi, la section PNDS-Taraya d'Amérique se réjouit de la proclamation définitive des résultats issus des élections du deuxième tour ayant consacré la victoire finale de notre candidat, son Excellence Bazoum Mohamed. La section PNDS-Taraya félicite vivement son Excellence Bazoum Mohamed pour son accession à la magistrature suprême du Niger et prie Allah le Tout-Puissant de l'accompagner dans sa noble mission. 3. La section appelle l'opposition politique à plus de responsabilités et de n'agir que dans le cadre de la loi. À cet effet, la section PNDS-Taraya des États-Unis d'Amérique soutient et encourage le gouvernement à faire usage de tous les moyens légaux nécessaires afin de garantir l'ordre et la quiétude sociale sur toute l'étendue du territoire national. 4. Et enfin, la section PNDS-Taraya des États-Unis d'Amérique félicite le président de la République sortant, son Excellence Mahamadou Issoufou, pour avoir conduit vaillamment le Niger à sa première transition démocratique de son histoire politique. En plus, la section félicite son Excellence Mahamadou Issoufou pour avoir été honoré du prix Mo Ibrahim, témoignant ainsi son leadership d'excellence au service du peuple. Connaissant l'homme de parole et compétent qu'il est, ce fait n'est nullement pas surprenant. Promesse faite, promesse tenue. Faite aux États-Unis d'Amérique ce samedi 27 mars 2021. Pour la section PNDS-USA, signé Aminou Amadou, secrétaire général par intérim. Vive le PNDS-Taraya, vive la République du Niger. Je vous remercie. Du commerce et la promotion du secteur privé a procédé ce matin à Niamey à l'ouverture des travaux de l'élaboration de la stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire du pays. Cette stratégie constituera un document préparatoire de la conférence internationale sur le stockage de sécurité alimentaire qui sera organisée très bientôt par la CEDEAO. Le point avec Abdul Karim Mamparmou et Askou Jibrila. Élaborer une stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire pour le Niger en vue d'apporter des réponses adaptées aux chocs et catastrophes qui ne cessent d'aggraver la sécurité alimentaire des populations les plus fragiles, c'est l'exercice auquel est soumis les participants présents à ces assises. D'après les résultats des analyses du cadre harmonisé de novembre 2020, il est prévu en 2021 1 228 778 personnes en insécurité alimentaire hors période de soudure et 1 731 303 en insécurité pendant la période de soudure qui nécessite une assistance adaptée. Ces chiffres illustrent bien l'importance pour le Niger
de disposer d'une stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire pour apporter des réponses adaptées aux chocs et catastrophes qui ne cessent d'aggraver la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables, ainsi que leur état nutritionnel. Les stratégies nationales et la stratégie régionale constituent les documents préparatoires d'une conférence internationale sur le stockage de sécurité alimentaire qui sera organisée par la CEDEAO. À noter que l'élaboration de cette stratégie nationale de stockage est déclinée en 3 activités, dont entre autres la mise à jour du manuel des procédures de gestion et de conservation des stocks de l'EPVN intégrant le code de conduite régional de la CEDEAO. Atelier de clôture du projet Côte d'Ivoire agroécologique Niger ce matin au CCG de Niamey. 3 jours durant, les producteurs, chercheurs et partenaires auront discuté avec les acteurs de la chaîne autour de l'étude du système sémencier. C'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage qui a présidé l'ouverture de la rencontre. Le point avec Maria Makaïta et Bachir Abou. Financé par la Fondation Agropolis et porté par le CIRAD, le projet COEX, objet de la présente cérémonie de clôture des activités, est mis en œuvre par les organisations paysannes en partenariat avec les institutions académiques du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il s'inscrit dans la droite ligne de l'atteinte des résultats chers au gouvernement, celle de la sécurité alimentaire. Les objectifs du projet sont comprendre le fossé entre les réglementations et lois sur les semences et les ressources génétiques et les réalités du terrain dans la diversité des pratiques culturelles et l'utilisation des semences en Afrique de l'Ouest. Proposer des mécanismes de gouvernance permanents prenant mieux en compte la diversité des pratiques et des modes de gestion des cultures. Renforcer les dynamiques de co-construction de projets entre organisations paysannes et institutions de recherche. Cet atelier est envisagé sur 3 journées avec chacune un public spécifique. Première journée, les agriculteurs et le monde rural. Deuxième journée, les élèves, étudiants, les techniciens et ingénieurs de développement rural ainsi que les jeunes citadins. Et troisième journée, les décideurs publics et les chercheurs. La semence de qualité constitue un des principaux facteurs de production agricole. Le gouvernement s'était engagé dans un processus de définition et de mise en œuvre d'une politique sémencière nationale pour rendre la semence disponible et accessible à la grande majorité des agriculteurs et des agricultrices du Niger. Une production de qualité est la résultante d'une bonne semence et surtout de qualité. Mais face au changement climatique, les défis s'imposent, a fait remarquer le président de la plateforme paysanne. Dans le cadre de la recherche des solutions à la souveraineté alimentaire, des initiatives émergent, d'où la nécessité que les producteurs et la recherche se mettent ensemble pour donner des réponses appropriées aux producteurs, aux gouvernants, au secteur privé qui ont besoin de réponses immédiates. Parce que la question de sécurité alimentaire maintenant interpelle l'ensemble de ces acteurs. C'est pour cela que 2 questions importantes aujourd'hui nous préoccupent. Les effets liés au changement climatique nous imposent de regarder la question des semences. Mais ces mêmes changements climatiques interpellent notre manière de faire notre agriculture, notre élevage ou notre pêche. D'où la question d'aller vers l'agroécologie qui nous permet de produire, mais aussi de sécuriser les ressources naturelles. Auparavant, plusieurs orateurs se sont succédés qui pour apporter des précisions par rapport à ce projet et qui pour des contributions à l'atteinte des objectifs assignés à la rencontre. Il s'agit du président du conseil d'administration de Mouriban, Ladan Soumana, du directeur de la fédération Mouriban, Mahaman Sanoussi Hassan, le représentant du directeur de l'INRAN, Issouf Salami, et le représentant du point focal CIRAD, Hélène Georgie. La délégation conduite par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, chargé des relations avec les institutions, devait par la suite visiter les stands de la foire ouverte sur les activités des organisations paysannes et des institutions de recherche sur les semences.
Le ministre en charge de la Renaissance culturelle et celui du sport, accompagné du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, ont entrepris ce matin une visite des travaux d'aménagement de la vallée de Guntiena, un espace totalement réhabilité pour le bien-être de la population. Le point avec Rachida Saint-Diori et Mohamed Dodo Soleil. La mise en valeur du bassin de Guntiena est un projet de Niamey-Niala, un projet dont la vision est de rendre le long de cet espace une vallée dite de la culture, d'où ses multiples réaménagements du lieu, en des ouvrages tout simplement édifiants, des troncs d'arbres transformés en bancs ou autres sièges attractifs, de la poterie décorative avec la possibilité de se reposer sous des hangars, tout ceci dans un cadre agréable. Ce sont ces travaux modernes d'aménagement urbain qui ont reçu la visite du ministre de la Renaissance culturelle et celui du sport, guidés évidemment par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Sur le boulodrome de Désébon, les décors s'y prêtent. Et c'est à cœur joie que les autorités se sont lancées à un exercice de jeu de boules, notamment la pétanque, avant de poursuivre la visite tout au long de la vallée où l'on découvre une véritable reliance jusqu'au musée national Boubou Hamma. Avec tout ce que nous avons vu, les espaces qu'on a commencé à exploiter, ce projet est effectif aujourd'hui puisque on a des espaces de loisirs comme le boulodrome, on a des espaces même, j'allais dire, de spectacle comme l'espace aménagé derrière la bicycle. Et là, nous venons de visiter même un aménagement, j'allais dire, extraordinaire pour les poteries. Et la dernière trouvaille, c'est cette troisième entrée du musée. Guntiena est en train de devenir un véritable canal. Un canal qui est mis en harmonie avec la culture. J'invite la population de Niamey à faire un bon usage et à très bien profiter de ces joyaux-là, vraiment. Ces travaux sont des réponses attendues, explique Mokhtar Mahmoudou. C'est un vieux rêve qui se réalise. C'est de donner forme et réalité à un souhait que Boubou Hamma avait exprimé depuis les années de l'indépendance, depuis les années de création du musée national. Ce souhait de Boubou Hamma, c'est de voir un aménagement qui puisse faire de Guntiena la vallée de la culture, une continuité du musée, un endroit, un espace ouvert qui va faire vivre la culture nigérienne. Ce rêve de Boubou Hamma a été réalisé par le président de la République, Issoufou Mamadou. La vallée de Guntiena est à redécouvrir, surtout qu'elle offre à la population des espaces de jeu et de loisirs. Alors pourquoi ne pas en profiter? L'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite au Niger a procédé ce matin à Niamey, précisément à l'Office des produits vivriers du Niger, OPVN, à la remise d'un don de 100 tonnes de dattes aux populations démunies. Cette donation offerte par le centre de Roi Salman d'aide et de bienfaisance. Le point avec Mahmoud Idrissa Maïga et Sani Soufou. C'est effectivement 100 tonnes de dattes que le centre du roi Salman d'aide humanitaire a offert à la République du Niger en cette veille du mois de Ramadan. C'est l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite, son excellence Turki Ben Naji Al-Ali, qui a procédé en effet à la remise officielle de cette donation au ministre nigérien de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Il est connu de tous que les serviteurs des descentes mosquées accordent une grande importance à l'octroi d'aide aux populations nécessiteuses partout dans le monde, notamment celle de la République serbe du Niger. Cette aide traduit la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays frères. Ce don est destiné aux populations les plus démunies. Il est d'une importance capitale pour la communauté musulmane, surtout quand on connaît les vertus de ce denrée, particulièrement pendant le mois de Carême. Le ministre de l'Action humanitaire, de la gestion des catastrophes, a salué l'excellence de la coopération entre le Niger et l'Arabie Saoudite. Nous nous réjouissons qu'après la cérémonie d'inauguration d'une œuvre caritative, j'ai nommé le campus universitaire Roi Abdallah des filles hier, c'est aujourd'hui la cérémonie de réception d'un don humanitaire du roi Salman qui nous réunit ici. Faut-il le rappeler, il y a de cela un peu plus de 3 mois,
nous avions reçu un autre important don composé de 2661 kits alimentaires offerts par le même centre Roi Salman des secours et des actions humanitaires au profit des populations sinistrées d'inondations 2020 au Niger. Cet important don des dates vient renforcer la tradition dans la coopération entre le Niger et le Royaume d'Arabie Saoudite. Il faut rappeler que le Royaume d'Arabie Saoudite n'est pas à sa première action de cette envergure au Niger. En effet, chaque année, le Royaume, à travers ses différents services d'aide et d'assistance, offre des vivres aux populations les plus vulnérables. L'agence de promotion du Conseil agricole APCA organise du 30 au 31 mars 2021 un atelier national de validation et de partage de résultats de l'étude diagnostique du dispositif de la formation agricole et rurale au Niger. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin à Niamey présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en présence de plusieurs acteurs régionaux et sous-régionaux intervenant dans le secteur agricole. Le point avec Nana Maria Moutsari et Saadou Inoua Ali. Ces assises nationales de relecture de l'environnement du secteur privé de la santé, a indiqué le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la contribution du secteur privé à l'offre des soins de santé et à la promotion du partenariat public-privé. Un partenariat salutaire prôné par les plus hautes autorités du Niger et par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Ainsi, ces assises organisées pour répondre aux directives nationales et sous-régionales en matière de soins de santé se veulent le cadre où sera mené des réflexions enrichissantes pour permettre au secteur de jouer pleinement son rôle. La finalité de ces assises nationales est de dégager des pistes d'action pour l'amélioration de l'environnement général, pour une meilleure promotion de la contribution du secteur privé à l'offre de soins et à la création d'emplois. De façon spécifique, il s'agira pour vous de prendre connaissance des résultats de l'évaluation du secteur privé de la santé au Niger et dans l'espace fédéral, d'analyser de manière objective l'environnement institutionnel, juridique et financier de l'exercice privé des professions de santé et de faire des recommandations en vue de solutionner tous ces problèmes rencontrés. La tâche n'est pas facile, certes, mais connaissant votre engagement ferme de faire du Niger un pays de référence en matière de santé, je ne doute point du sérieux que vous mettiez dans l'examen des différents points inscrits à l'ordre du jour et surtout des résultats qui en seront issus. À l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS, l'initiative nigérienne visant à recadrer ce secteur est saluée à juste titre. Les présentes assises me donnent l'opportunité de saluer et encourager cette initiative du Niger qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route régionale sur la régulation du secteur privé de la santé. Je formule l'espoir qu'elle débouche sur des propositions concrètes à la satisfaction de toutes les parties prenantes, devant soutenir le développement du secteur privé de la santé pour une meilleure offre de soins au profit des populations du Niger et aussi au profit des autres citoyens de la CEDEAO. Aussi, ce sont des recommandations fortes à même de contribuer à mieux restructurer ces secteurs qui sont attendus de ces assises organisées grâce à l'appui de l'OAS. Autant pour nous, il s'agit de la relecture de l'environnement du secteur privé de la santé au Niger qui est au menu d'une rencontre nationale de 112 heures qui a débuté ses travaux ce matin à Niamey. Tenu ce matin à Niamey d'un atelier national de validation du guide de mobilité des ressources humaines en santé. Des axes stratégiques seront élaborés par les participants durant les 2 jours des travaux. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé publique qui a présidé la cérémonie. D'autres précisions avec Emile Kassouma Amadou et Souleymane Boubacar. Les ressources humaines constituent un socle important dans le domaine de santé. Dans cette optique, le ministère de la Santé publique s'est résolument engagé dans la recherche des solutions aux problèmes liés à la gestion du personnel. Cet atelier de formation est un processus utile soutenu par Counterpart International et USAID.
En procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a rappelé les efforts fournis par le gouvernement dans le domaine sanitaire. Il a aussi axé son intervention sur l'importance de ce séminaire qui vient à point nommé. Le résultat attendu au terme de cet atelier est de disposer d'un guide de mobilité des ressources humaines validé et destiné à être mis en œuvre. Ouverture ce matin à Niamey, la réunion du comité de pilotage de la composante assainissement du programme hydraulique urbain et assainissement de la ville de Niamey. L'objectif est de doter la ville de Niamey d'un outil de référence en matière d'assainissement. Cette réunion est organisée par la Direction générale de l'assainissement sous l'égide du secrétaire général du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Le point avec Aminat Garba et Imran Boubacar Maïga. Cette réunion a réuni tous les acteurs du sous-secteur de l'assainissement. Elle vise à examiner et valider le schéma directeur d'évacuation des eaux usées et de drainage des eaux fluviales de la ville de Niamey pour les horizons 2025-2035. Les bénéfices socio-économiques de la mise en œuvre du schéma directeur seront importants, en particulier en termes d'amélioration de la qualité de la vie de la population à Niamey. Ce COPIL qui devrait conduire à la validation officielle du schéma directeur est une étape très importante et l'AFD est ravie d'avoir pu contribuer à ce processus à travers le financement de l'élaboration du schéma directeur. La validation de ces documents permettra à la ville de Niamey de disposer d'un outil de référence pour la planification des investissements en matière d'assainissement. L'amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement des populations du Niger constitue l'une des préoccupations majeures des autorités de la 7e République. Ces préoccupations corroborent celles de la communauté internationale qui a défini un nouvel objectif à l'horizon 2030 dans le sous-secteur de l'eau et de l'assainissement. Pour ce faire, il s'est avéré important pour le Niger de mettre en place un programme d'investissement pour la période post-2015. À cet effet, le gouvernement a adopté en mai 2017 le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement pour la période 2016-2030. Il faut noter que cette réunion a été élargie à d'autres partenaires par visioconférence dans l'objectif d'informer l'ensemble des acteurs du sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement. Notez à présent qu'en marge de la conférence internationale sur la stabilisation et la lutte contre le terrorisme insurrectionnel dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad s'est tenue le vendredi dernier. Une rencontre d'experts et responsables des forces de défense et de sécurité des pays du G5 Sahel et d'une délégation de 12 membres du Royaume d'Espagne venus pour la circonstance. Le thème de cette rencontre est la lutte contre le terrorisme et Sahel, l'engagement de l'Espagne. C'est le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le général Mamadou Aboutarka, qui a présidé la rencontre. Le point avec Gérard Ablaziz. Une journée consacrée à l'Espagne sur l'engagement de ces pays dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. C'est ce qui s'est tenu le vendredi dernier à Niamey au Niger. Des panels ont été animés à cet effet par une délégation du Royaume d'Espagne composée de 12 membres venus spécialement pour la circonstance. L'Espagne est présente au Sahel à travers un effectif de 600 personnes civiles et militaires. L'Espagne n'a pas une base militaire dans aucun pays du Sahel. Néanmoins, ces effectifs dont c'est appui, soutien, capacitation et formation pour avoir des forces militaires locaux plus effectives dans la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre s'est déroulée en présence d'experts et responsables des forces de défense et de sécurité FDS des pays du G5 Sahel sous l'égide de la haute autorité à la consolidation de la paix HACP. Nous tenons à remercier évidemment les Espagnols, la forte délégation qu'ils ont mobilisée pour venir à notre conférence. La haute autorité à la consolidation de la paix a été très honorée de recevoir ces généraux, ces commissaires généraux espagnols. Et je voudrais, avant de finir, remercier et féliciter l'ambassadrice d'Espagne qui, pendant tout ce temps-là, nous a accompagnés dans la préparation de la conférence, mais également, évidemment, dans la préparation de cette journée. Il faut noter que cette journée sur l'engagement de l'Espagne dans la lutte contre le terrorisme au Sahel a été organisée en marge de la conférence internationale sur la stabilisation et la lutte contre le terrorisme insurrectionnel dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad que Niamey a abrité la semaine dernière.
Tenu ce matin à Niamey du lancement couplé à la première réunion du comité de pilotage du projet d'appui au développement économique du Kawar, PADEC, mise en œuvre par la haute autorité à la consolidation de la paix en partenariat avec l'Organisation internationale pour la migration OIM. Le PADEC d'une durée de 3 ans est financé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 5 millions d'euros, soit un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Cette double rencontre a été présidée par le président de la HACP, le général Mamadou Abou Tarka. Le point avec Gérard Ablaziz et Abdoulaye Ali. Le Kawar est à l'honneur avec le lancement et la tenue ce mardi matin à l'hôtel Bravia de Niamey de la première réunion du comité de pilotage du projet d'appui au développement économique de cette zone du Niger profond, située dans la région d'Agadez, PADEC, par la haute autorité à la consolidation de la paix HACP qui le met en œuvre. Comme tous nos projets, celui-ci a pour finalité de contribuer à la stabilité et à la paix dans le département de Bilma, en appuyant le développement économique du Kawar et en offrant des perspectives d'avenir positives à la jeunesse. C'est ainsi que 2 types d'activités sont programmées. Premièrement, les activités qu'on appelle les activités de cohésion sociale. Et puis le deuxième type d'activité, évidemment, c'est les activités hard, c'est-à-dire les activités du développement pour améliorer les perspectives économiques et les opportunités des jeunes de la région à travers des AGR, à travers des projets d'intérêt public, à travers des projets d'appui aux potentialités, elles sont immenses. Le PADEC est financé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 5 millions d'euros, soit plus de 3 milliards de francs CFA. Il sera mis en œuvre par la HACP en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Invité pour la circonstance, le gouverneur de la région d'Agadez n'a pas caché sa satisfaction au vu du but visé par le PADEC. Je voudrais, pour toutes ces interventions à l'endroit de la région d'Agadez et du Kawar, vous demander, Monsieur le Président de la HACP, au nom des populations du Kawar, vous chargez de transmettre à son Excellence M. Issoufou Mohamedou, Président de la République, chef de l'État, toute leur satisfaction d'avoir été écoutés, d'avoir été soutenus tout au long de ces 10 ans de mandat, un mandat qui termine bien. À l'issue de la cérémonie protocolaire, les participants, dont des autorités locales, ont suivi entre autres la présentation du Kawar et du PADEC. Pour le Kawar, retenez qu'il s'agit d'une falaise de 150 km dans le nord-est du Niger. Son pont culmine 576 mètres et le pic Zomri. Bilma, Dirkou, Anaï et Ségedine sont les principales agglomérations. Les principales ressources naturelles sont le sel, le natron et les dattes, grâce à la présence d'importantes sources d'eau. Le Kawar est devenu aussi, depuis un certain temps, un carrefour de migration des peuples d'origine diverses, candidats à la migration vers l'Europe via le Maghreb. Le réseau AgriPro Focus Niger, en collaboration avec le Haut Commissariat à l'initiative 3Z, a organisé ce matin la première édition de la caravane de promotion de la consommation des produits locaux transformés au Niger. Cette rencontre a vu la participation des représentants des ONG et projets, ceux des organisations associations et réseaux des femmes et jeunes transformateurs et entrepreneurs. Le point avec Abdel Fattah Moussa et Nassirou Nakakali. Cette caravane s'inscrit dans une dynamique de promotion des produits locaux nigériens pour une sécurité alimentaire saine et durable. Ainsi, pour ce faire, le réseau AgriPro Focus, en partenariat avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, œuvre inlassablement dans la promotion de l'entrepreneuriat agricole afin de mettre l'agribusiness au service du développement à travers une approche entrepreneuriale participative. Et vise entre autres l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en se basant sur la valorisation des potentialités locales. La campagne Je mange local, initiée par AgriPro Focus, appuyée par des pop-up markets. Cette campagne axée sur la consommation des produits locaux transformés et produits au Niger a suscité l'engouement de tous les acteurs et une prise de conscience collective en faveur du consommé local. La valorisation des produits agro-silvopastoraux sont en pleine expansion, en témoignent les divers événements sous-régionaux. C'est également le contexte
de la signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale ZLCAF qui fait que la promotion des produits locaux doit être une priorité pour répondre à la concurrence et maintenir nos produits sur le marché. Le réseau AgriProFocus a profité de cela pour vraiment centrer son positionnement sur la valorisation des produits locaux, pour montrer toute la richesse dont dispose le territoire nigérien pour que ces produits soient renforcés, que ces produits soient connus. Présentant à cette rencontre, la représentante du coordinateur régional à l'initiative 3N a dans son allocution situé tout l'intérêt que revêt cette caravane. L'organisation de cette caravane cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance du Niger à travers l'initiative 3N, qui est un véritable outil de développement agricole de notre pays. Il vise la satisfaction des besoins alimentaires de la population, le développement économique et social de la réduction de la pauvreté au Niger. L'initiative 3N permet de confronter les orientations de toutes les autres politiques et stratégies sectorielles qui favorisent le développement agricole durable et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle vise à réaliser la sécurité alimentaire, accroître la productivité et la production de l'agriculture sur les modes durables et améliorer les conditions de vie des producteurs en développant l'économie rurale. Le développement de l'économie matérialisé par l'élaboration de la stratégie nationale d'achat locaux d'aliments auprès des petits producteurs par l'initiative 3N. Il faut noter enfin que durant 4 jours d'intenses travaux, cette caravane fera comprendre aux producteurs et transformateurs qu'ils peuvent relever le défi de la sécurité alimentaire au Niger. Et puis ouverture à Zender des travaux de la première session ordinaire du comité de pilotage du projet d'appui à la sécurité alimentaire des ménages Bassam 4. C'était sous la présidence du président du comité en présence de plusieurs invités. Le point avec Lawali Chilo et Maman Ousmane. Il convient de rappeler que le projet d'appui à la sécurité alimentaire des ménages, PASAM 4, qui est à sa 4e phase, s'inscrit dans la poursuite et la consolidation des actions entreprises lors de 3 phases antérieures mises en œuvre de 2007 à 2017 dans les départements de Ménisroa, Goudmariam et Gouré. En effet, la mise en œuvre de ces 3 phases et celle en cours d'un montant de 3 279 785 000 francs CFA a été possible grâce au financement de l'Agence française de développement AFD. Il faut également le souligner que c'est l'ONG Karkara qui est en charge de la mise en œuvre de cet important projet. Aussi, les objectifs visés par PASAM 4 s'insèrent-ils parfaitement tant dans le PDS 2017-2021 que plus particulièrement dans le cadre de l'initiative 3N. Prononçant le discours d'ouverture de cette rencontre, le président du comité de pilotage s'est appesanti sur les attributions du dit comité. L'arrêté qui crée le comité de pilotage, qui est l'organe d'orientation, de pilotage et de contrôle de l'exécution du projet, lui donne, à titre de rappel, les attributions suivantes. Veiller au respect des dispositions contenues dans les conventions entre le gouvernement et l'Agence française de développement d'une part, et entre le gouvernement et l'ONG Karkara d'autre part. Faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des réunions précédentes du comité de pilotage. Notons qu'auparavant, dans son mot introductif, le secrétaire général adjoint de la région de Zender, Salou Abdou Kogo, dira que cette 4e phase du projet, qui s'inscrit dans la consolidation des acquis des 3 précédentes phases, a étendu son champ d'action à la partie pastorale des zones d'intervention. Prenant la parole à son tour, le représentant de l'AFD a apprécié la mise en œuvre du projet. Que je note avec satisfaction qu'après 2 ans de mise en œuvre effective, le projet a fait des réalisations concrètes sur le terrain, dont on peut citer entre autres l'aménagement des 106 cuvettes, la fixation de 1330 hectares de dunes. En prélude à cette réunion, les membres du comité de pilotage du projet, qu'accompagnent les autorités administratives, les cadres centraux et régionaux, ont effectué une visite terrain. Il s'est agi au cours de ces déplacements de constater des réalisations physiques du projet et s'entretenir avec les bénéficiaires. C'est ainsi que la mission s'est rendue au niveau d'une aire de pâturage de 50 hectares du village de Woro, balisé. Le site de culture maraîchère de Bala, clôturé, équipé en panneaux solaires, où les producteurs ont bénéficié d'un appui en semences, en charrette asine. Idem au site maraîcher de Dala Jijaram et enfin le site de fixation des dunes
de Calgary d'une superficie de 40 hectares. Partout où elle est passée, la mission s'est entretenue avec les bénéficiaires qui n'ont pas caché leur satisfaction. En mission de travail dans les régions de Zender, Tawa et Dosso, le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires était ce matin à Tillabéri. L'objectif est de s'assumer de l'effectivité des infrastructures dans le cadre du Fonds commun au titre de l'année 2018-2019. Le point avec Bada Salamatou et Ousmane Sani Abdou. Créé en 2017 par arrêté signé par le Premier ministre, le Fonds commun sectoriel de l'éducation, dont l'opérationnalisation a commencé en 2018, sert à financer l'ensemble du secteur de l'éducation et de la formation et appuie fortement la déconcentration et la décentralisation. Bénéficiant des montants importants, le ministère des Enseignements secondaires a signé des conventions en 2018 et 2019 avec l'Agence nigérienne de financement des collectivités territoriales pour la réalisation des infrastructures. C'est donc pour s'assurer de l'effectivité des infrastructures programmées dans le cadre du Fonds commun au titre de ces conventions que le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires, Issa Nemata, en compagnie des autorités administratives de Tillabéri, directeurs centraux et départementaux de l'éducation, était ce matin